Bonjour, chers étudiants. Nous allons, dans cet enregistrement, traiter du régime juridique des services publics. On va parler tout d'abord de la création et de la suppression des services publics. Ensuite, on va entamer un examen des lois régissant les services publics. Alors, pour ce qui est de la création et de la suppression des services publics, il faut faire la distinction entre les services publics de l'État et les services publics locaux. Alors, pour ce qui est des services publics de l'État, traditionnellement réservés à la loi, la création des services publics relève en principe du pouvoir réglementaire. Et l'on va de même pour la suppression des services publics. Ce principe a toutefois moins de portée qu'on pourrait le supposer. En effet, il doit se combiner avec d'autres dispositions constitutionnelles dont l'intervention peut limiter la compétence du gouvernement en matière de création et de suppression des services publics. Au titre des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, dont fait partie la liberté de commerce et de l'industrie, et plus généralement de la liberté de l'activité professionnelle, une loi peut être nécessaire. Il en est ainsi lorsqu'il s'agit de constituer un service public en monopole ou, à l'inverse, de supprimer le monopole institué par la loi. Il en va de même, indépendamment de l'attribution d'un monopole, pour la création de services concurrençant l'initiative privée. Cependant, l'intervention du législateur n'est pas nécessaire lorsque l'institution d'un monopole est fondée sur les nécessités de l'utilisation du domaine public ou, à l'instar des solutions dégagées à propos des services publics locaux, pour créer des services répondant à des besoins qui, par nature, relèvent de l'intervention des collectivités publiques ou qui, dans des circonstances particulières de temps et de lieu, ne sont pas satisfaits par l'initiative privée. Il faut ajouter que lorsqu'un service a pu être régulièrement créé, il peut entreprendre toute activité complémentaire nécessaire, voire seulement utile pour les usagers, même s'il concurrence l'initiative privée. En outre, compte tenu de l'unité de la personnalité juridique de l'État, un de ces services peut effectuer des prestations au profit d'un autre, sans que la concurrence ainsi apportée à l'initiative privée puisse s'y opposer. Lorsque la création du service public donne lieu à la création d'une nouvelle catégorie d'établissements publics ou de sociétés à statut dérogatoire aux principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales, une loi est encore nécessaire en vertu de la Constitution. Une loi est encore nécessaire pour procéder aux nationalisations et au transfert d'entreprises du secteur public au secteur privé. Enfin, ni une loi, ni a fortiori un décret ne saurait supprimer des services publics nationaux dont la nécessité découle de principes ou de règles de valeur constitutionnelle. Par exemple, ceux qui correspondent aux fonctions essentielles de l'État, État gendarme, comme le maintien de l'ordre, la police, justice, la défense, moyens de circuler, les routes, protection sociale, organisation de l'enseignement public. Voilà ce qui est des services publics de l'État. Qu'en est-il des services publics des collectivités territoriales? Alors, la création des services publics des collectivités territoriales et corrélativement leur suppression soulève des problèmes qui se trouvent au carrefour de deux principes. Celui de la libre administration des collectivités territoriales, qui implique qu'elles puissent créer librement les services publics répondant aux besoins des populations qu'elles recouvrent, celui de la liberté de commerce et de l'industrie, qui conduit à leur interdire d'instituer des services concurrençant les activités privées, c'est-à-dire essentiellement les services publics industriels et commerciaux. Selon les cas, il y a pour les collectivités territoriales obligation, interdiction ou liberté de créer des services publics. L'obligation ne peut résulter que d'une disposition législative, puisqu'il porte atteinte au principe de libre administration. On peut citer parmi les services obligatoires services de l'état civil, de la voirie, de la lutte contre l'incendie, de l'élimination des déchets, etc. L'interdiction de créer un service public local ne peut ici encore résulter que d'une loi ou d'un principe général du droit. Deux motifs d'interdiction doivent être soulignés. Les collectivités territoriales, si elles peuvent gérer les affaires de leur niveau,
ne peuvent s'immiscer dans celles qui relèvent d'un autre cercle d'intérêt. Une commune ne saurait créer un service dont le champ d'action s'étendrait au-delà des intérêts communaux. La répartition des compétences entre État et collectivités territoriales emporte l'interdiction pour une collectivité territoriale de créer un service dans un domaine relevant de la compétence exclusive d'une autre collectivité territoriale. Dans tous les cas, les autres cas, la faculté de créer un service public local réapparaît. L'organe délibérant de la collectivité territoriale dispose d'une liberté de choix. C'est un exemple de pouvoir discrétionnaire. Exemple, service public de distribution d'eau. Dans quel cas les collectivités territoriales peuvent-elles créer des SPIC? En principe, la liberté de commerce et d'industrie met obstacle à ce que les collectivités territoriales concurrencent les commerçants et industriels privés. Mais cette interdiction cesse lorsque l'intervention municipale est justifiée par l'intérêt général. Voilà donc brièvement ce qu'on peut dire de la création et de la suppression des services publics. Il reste maintenant d'analyser les principes fondamentaux de fonctionnement des services publics. Il existe 3 principes qui sont communs à tous les services publics, quels qu'ils soient. Le service public d'État ou service public local, les SPIC ou SPA, service public géré en régie ou sous toute autre forme. Alors, le premier principe est celui de la continuité, principe de continuité. Si une activité a été érigée en service public, c'est parce qu'elle présente un caractère particulièrement impérieux pour la vie nationale ou pour la vie locale. Il faut donc que le service public fonctionne à tout prix. L'importance de ce principe a été consacrée par la reconnaissance de sa valeur constitutionnelle. Il en fait de très nombreuses applications, nous n'en citerons que quelques-unes. La continuité de service public suppose que l'accès au service public doit assurer aux usagers de façon satisfaisante. C'est la question de l'ouverture des bureaux et autres bâtiments où est assuré le service qui est ici en cause et ne peut être réglé de manière uniforme. Certains services doivent être ouverts constamment. Exemple, les services d'urgence à l'hôpital. D'autres, souvent, n'être ouverts qu'à certaines heures, voire qu'à certains jours. L'essentiel est que les administrés puissent trouver utilement les prestations auxquelles la création du service leur permet de prétendre. La continuité de service public impose, en second lieu, le fonctionnement ponctuel et régulier des services. Le service doit ouvrir à l'heure et ne peut fermer de manière anticipée. La fermeture d'un bureau de poste avant l'heure constitue une faute de service. Celle d'un collège 3 semaines avant la date prévue de la fin de l'année scolaire, afin de permettre le déroulement des épreuves du baccalauréat, mais pour une durée excédant largement leur organisation et leur déroulement, est entaché d'excès de pouvoir. Le service public ne peut être interrompu, sauf les cas prévus par les lois et règlements et ceux de force majeure. Ainsi, il n'appartient pas à l'administration des postes et télécommunications de décider que tel jour il n'y aura pas de distribution postale, au ministère de l'Éducation nationale de ne pas assurer les enseignements obligatoires. Le concessionnaire de service public doit assurer à tout prix la gestion du service, même s'il subit un déficit, sauf à bénéficier, le cas échéant, de la théorie de l'imprévision. Enfin, pendant très longtemps, c'est sur le principe de la continuité du service public que s'est appuyée l'interdiction de toute grève des fonctionnaires. Le préambule de la Constitution française de 1946, en reconnaissant le principe du droit de grève sans priver du bénéfice de cette reconnaissance les agents du service public, a profondément modifié l'état du droit. Cependant, la continuité des services publics a entraîné un régime juridique spécial pour l'exercice du droit de grève dans les services publics, relevant cependant les législations spéciales interdisant la grève à certains fonctionnaires comme les magistrats, les militaires, etc. La réglementation générale de la grève dans les services publics
comme l'exemple de la loi du 31 juillet 1963 en France, instituant notamment l'obligation du préavis en cas de grève. La jurisprudence d'Anne du Conseil d'État du 7 juillet 1950 définissant les pouvoirs de réglementation et d'interdiction de la grève qui, sous le contrôle du juge, appartiennent au gouvernement. Il a été complété en ce qui concerne la possibilité de recourir à un personnel d'appoint. Le deuxième principe qui gouverne les services publics est celui de l'égalité. Bien que n'étant formulé par aucun texte express, l'idée de l'égalité des usagers devant le service public fait partie des principes généraux de droit et des arrêts divers en font application. Le problème de l'égalité se pose d'abord lorsque les usagers sont dans une situation purement statutaire et réglementaire, étant donné qu'ils sont tous alors soumis aux mêmes règles concernant le service public. C'est le cas, par exemple, des étudiants dans une université. La question est surtout de savoir dans quelle mesure la réglementation du service peut établir des discriminations entre catégories d'usagers. La jurisprudence admet celle qui tient compte des différences de situation ayant un rapport avec le service en cause, mais non les autres. La situation devient délicate lorsque les rapports de l'usager et du service s'individualisent dans des contrats. Pour certains services publics, des contrats sont souscrits entre le service et l'usager. Par exemple, les contrats d'abonnement téléphonique, à la distribution d'électricité. Dans certains cas, ces contrats font tout simplement une application individuelle d'un certain nombre de clauses réglementaires et du statut général du service. C'est le cas du contrat d'abonnement téléphonique. Certains contrats ne constituent pas seulement la mise en œuvre d'un règlement. Ils comportent une adaptation du service à l'usager en fonction de sa situation propre. Ce peut être le cas pour les services publics administratifs, comme pour le moment encore celui du téléphone, et plus souvent encore pour les services publics industriels et commerciaux, comme celui de l'électricité. Il est normal qu'il puisse être tenu compte des particularités de l'usager par rapport au service. Par exemple, consommation d'électricité importante à des heures creuses, et que le contrat aménage en conséquence les conditions faites à l'usager. On observera que la plupart des difficultés relatives au principe d'égalité des usagers devant le service public concernent les sommes dues par les usagers, redevances ou taxes selon les cas, et mettent ainsi en cause le principe d'égalité devant les charges publiques. Le troisième principe régissant les services publics est celui de la mutabilité ou d'adaptation. Ce principe constitue un prolongement du principe de continuité. Il permet de justifier certaines mesures. Tout d'abord, l'administration peut modifier à toute époque les règles d'organisation et de fonctionnement du service public. Ce pouvoir doit être relié au caractère réglementaire des actes relatifs à l'organisation et au fonctionnement du service. Or, un règlement peut être abrogé ou modifié à toute époque. Donc, l'organisation et le fonctionnement du service peuvent être eux-mêmes changés à tout moment. Il en résulte que ni les usagers ni les agents du service public n'ont droit au maintien de son statut. Toutefois, dans la mesure où le service public doit être aménagé en vertu de dispositions législatives, l'administration ne saurait négliger ou refuser de l'assurer sans commettre une illégalité ou sans engager sa responsabilité. Par exemple, obligation pour une commune de prendre des mesures nécessaires à l'intervention rapide des secours en cas d'accident. Les pouvoirs de modification unilatérale et de résiliation unilatérale que détient l'administration dans les contrats administratifs trouvent leur fondement et leurs limites dans les nécessités d'adaptation du service. L'administration est-elle tenue d'adapter le service lorsque les besoins auxquels il correspond évoluent? La réponse paraît ici encore se trouve dans la considération du caractère réglementaire des actes d'organisation du service. L'administration peut avoir l'obligation d'abroger ou modifier un règlement à raison du changement des circonstances. Enfin, le principe de la gratuité des services publics ne constitue pas un principe général de valeur constitutionnelle. Il ne s'impose que lorsqu'une loi le prévoit. En matière d'enseignement, il est prévu par la Constitution, mais une loi
qui n'a pas été déclaré inconstitutionnel peut y faire échec. En revanche, lorsque la loi la prévoit, elle doit être respectée. Voilà, donc on arrive au terme de cette séance. La séance prochaine, on va aborder la deuxième partie de ce cours qui sera réservée au mode de gestion des services publics. Voilà, merci et à bientôt.